le fait d'enseigner sa discipline te force à structurer ton savoir. Et pour moi, j'ai vraiment accéléré ma capacité à bien négocier à partir du moment où j'ai fait de la formation et du conseil. Parce que Parce tu que enseignes à la Sorbonne et tu enseignes dans ton centre de je formation fais, aussi. en école, je fais Sorbonne, HEC, Centrale et l'ENA. Après, Seulement, ça va, c'est des petites écoles françaises, ça. ouais, Tu te positionnes bien, d'accord? ouais, j'ai de la chance, ouais, c'est plutôt cool. Et puis après, ouais, j'ai entreprise du CAC 40. Je suis Mohamed Bouclé, auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissance illimitée, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Julien Pellabert. Si vous ne le connaissez pas, vous devez sortir de votre grotte parce qu'il fait partie des stars de YouTube. Il a un TEDx qui a été vu plus d'1 million de fois et il fait partie du top 5 dans les TEDx. Il est négociateur professionnel. Il a un institut qui s'appelle l'Institut NERA. Il vous en parlera. Et aujourd'hui, on va parler comme d'habitude d'apprentissage, mais un peu de négociation parce qu'on est avec un expert de la négociation et on a énormément de chance. Bonjour Julien, comment tu vas? Salut Mohamed, écoute, très très bien, merci beaucoup pour ton accueil. Je suis extrêmement ravi d'échanger avec toi sur ce podcast. Merci pour ton invitation. Avec grand, grand, grand plaisir. Déjà, est-ce que tu peux, moi je t'ai présenté vraiment avec Parfaitement. une toute petite description, mais je pense que tu as encore plein de choses à nous partager. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, te présenter et après on avancera. Waouh, à qui je suis, ça va être compliqué, mais je vais vous dire un petit peu ce que je fais. Exactement. Sinon, c'est la psychanalyse qui commence, ça va être long. Non, ce que je fais, bah, moi, en fait, je suis un pur produit de l'entreprise, hein. J'ai travaillé un peu plus de 10 ans, cabinet de conseil, société d'édition de logiciels, sur des fonctions commerciales et managériales. Et je me suis retrouvé passionné, tu vois, assez jeune, par l'interaction humaine, par la partie vente, la partie négociation. Et à plus de la trentaine, j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait différemment. Et j'ai repris mes études, tu vois. Donc, j'ai passé 4 années dans un laboratoire de recherche, à disséquer cette discipline qui est la négociation, donc sur un processus d'apprentissage qui est très particulier, qui est le doctorat. Et au bout de ces 4 années, donc j'ai obtenu un doctorat sur le thème de la négo, et ça m'a permis, en m'hyper spécialisant, de créer, ou en tout cas de participer à une niche qui est sur la négociation. Et donc aujourd'hui, ouais, je suis négociateur professionnel, donc j'ai un institut de négociation, on fait que de la négo, et sur cette niche qu'est la négociation, on a 3 métiers qui sont la formation pour faire monter en compétences, on fait de la conférence pour inspirer et de l'assistance et du conseil en environnement dégradé, quand le sujet s'y prête. Majoritairement à 95%, c'est des entreprises du CAC 40 et des organisations gouvernementales qu'on accompagne. Voilà, pour faire simple. D'accord. Alors Julien, t'as quel âge? Je suis 83, donc tu vois, je vais sur mes 40 ans. Ah ouais, j'ai un prêt. Parce que tu les fais pas du tout. Vraiment pas. Et Merci. tu m'as dit, j'ai travaillé jusqu'à 30 ans, j'ai fait un doctorat, je sais que ça fait longtemps que je fais la négo. Je me suis dit, attends, il a commencé, il a 10 vies, on dirait qu'il est. Moi, Non, je t'ai non, pas donné du tout. 33, je t'ai donné, voilà, tout simplement. Non, Et. j'ai commencé à travailler à 18 ans, tu vois, je sors d'un milieu social assez modeste, et j'ai commencé à travailler les week-ends, tu vois, à 18 ans, dès que tu as l'autorisation de pouvoir Mm. travailler. Donc, mes premières expériences en vente, c'était vendre des télés et du hi-fi et du son chez Boulanger, pour pas citer une marque, un concurrent de Darty. Mais c'est mes premières armes. Et après, j'ai fait ça, ouais, un peu plus de 10 ans, et le doctorat, Mm. je l'ai attaqué en même temps que je travaillais d'ailleurs, tu vois. Yeah. C'est Donc, bien, ça se voit que tu fais des plateaux parce que quand t'as dit boulanger, t'as dit Darty parce que comme ça tu mets au minimum ouais. deux marques, t'es habitué des plateaux. Non, Moi, mais ça c'est surtout m'intéresse. pour que les gens ne comprennent pas que, enfin, comment t'es passé de boulanger à faire négociateur, pourquoi t'es pas devenu ébéniste? Non, 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 tu vois, le terme, mais je veux pas que ça soit confusant dès le départ. D'accord. Attends, moi je le savais pas, mais t'as repris tes études à 30 ans? Est-ce Un que tu peu, peux, un peu plus, ouais, 30, ouais, c'est ça. Ouais, peut-être 30 ans, un truc comme ça. Ouais, est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est-à-dire que comment, parce que tu as été salarié donc ouais, pendant plusieurs années, ouais, ouais. et Encore. d'un coup à 30 et des poussières, tu dis je retourne à l'école. En fait, c'est une série de malentendus, et surtout de rencontres. Tu vois, moi, mon paradigme dans la vie, c'est que tu peux pas avoir des grosses opportunités professionnelles si tu n'as pas des moyennes opportunités professionnelles, et tu peux pas avoir des moyennes opportunités professionnelles si tu n'en as pas des petites. Et en fait, on a tous
au quotidien des petites Mm. opportunités. Et moi, ça a commencé, tu vois, je suis diplômé, mon bac plus 5, c'est 2007 à la Sorbonne. Et dès le début de l'année d'après, la rentrée, on me demande, Julien, est-ce que tu voudrais participer à une table ronde à 10 heures du mat à la Sorbonne pour Mm. vanter les mérites de ton master? 10 heures du mat le samedi matin, quand tu es juste après étudiant, personne ne veut faire ça, quoi. C'est ta D'accord. première année, tu gagnes un peu d'argent. Et moi, j'étais là. J'étais là, j'ai pris la parole 3 Mm. minutes. Et l'année d'après, on m'a demandé de faire une prise de parole sur mon métier, tu vois, une sorte de. Mm. C'est même pas des conférences, c'était un retour d'expérience d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Et ça se passe bien auprès des étudiants, parce que j'ai 1 an, 2 ans de plus. Mm. Et l'année d'après, on me dit, Julien, est-ce que tu pourrais faire un rec sur ton métier qui est la vente? L'année d'après, on me D'accord. demande la négociation, parce que ça fait maintenant 4 ans que j'ai de l'expérience. Et au fur et à mesure, en fait, entre ouais, 2007, 2011, un truc comme ça, peut-être 2011 le doctorat, euh, je commence à participer de plus en plus activement dans ce bac plus 5 en vente et négociation, qui est en Mm. plus un des premiers sur le classement SMBG en France. Et un jour, en fait, je découvre la lecture sur ma discipline. Tu vois, c'est vraiment la lecture. C'est qu'à un moment donné, c'est tardif, hein, c'est vers 27, 28 ans, je découvre qu'il y a des gens qui ont écrit. Alors, tu vois, c'est dommage hein, de le Mm. découvrir si tard. Et je commence à lire énormément sur la négociation. Ça me passionne. Et je me dis, mais c'est dommage de ne pas structurer un peu mon délire. Je D'accord. le lis beaucoup, pourquoi est-ce que je ne le structurerais pas? Et je vais voir le directeur de l'école de management de la Sorbonne et Mm. je lui dis, voilà, je travaille, je fais ça, mais est-ce qu'il serait absurde que je puisse faire un Mm. doctorat? Et il me dit, bah, ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait parce que, tu vois, moi, anciennement, je suis sur ce qu'on appelle un master professionnel. À l'époque, c'était un DESS, pas un DEA. Je n'étais pas D'accord. du tout prédestiné à faire de la recherche et un doctorat. Mm. Et il me dit, il n'y a jamais personne dans cette filière qui n'a fait de doctorat. Mm. Parce que Bah, dans c'est la l'occasion vente, d'être le premier. bah ouais, non mais vraiment. Et puis il me dit, et puis dans la vente, t'es payé à ce que, t'es pas payé à ce que tu vaux, tu es payé à ce que tu mérites, tu es payé au Mm. chiffre d'affaires qu'on te rapporte. C'est-à-dire que tu as un Mm. bac plus 5, un bac plus 2 ou un bac plus 8, tout le monde s'en fout. Mm. C'est combien tu rapportes à la boîte et puis tu as ton variable. Donc c'est normal que personne n'étudie cette discipline. Et moi, je le fais. Et donc en ça, c'est intéressant parce que je me différencie de tout un écosystème. Et puis la rencontre fait qu'avec le professeur Alice Leflanchec, pour ne pas le citer, Mm. la citer, qui était vice-présidente de l'université Paris Panthéon-Sorbonne, elle me dit bah, on va y aller. Tu n'as aucune structure, tu ne sais pas du tout Mm. ce que tu veux faire en termes de méthodologie, mais ton profil m'intéresse et Mm. j'ai envie de t'accompagner. Et voilà. Et après, c'est parti pour 4 années, Et pour t'as le soir, week-end. associé le soir, et le week-end, donc t'étais salarié la journée et Ouais. le soir et le week-end, tu travaillais sur le doctorat. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire salarié, ouais, salarié en journée, enfin pas aux 35 heures, hein, parce qu'on est Mm. sur des fonctions managériales, plutôt bien rémunérées, Mm. éditeur de logiciels. Donc non, ouais, ouais, complètement. D'accord. Mais Et après, t'arrives tu vois, à... le doctorat, il a vachement changé, hein. Les gens qu'on. Moi, j'en parlais, tu vois, et Mm. il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand tu faisais un doctorat, c'était quoi? Tu prenais ta caisse, tu allais à l'INSEAD, qui est Mm. à Fontainebleau, qui est une des plus grosses écoles, et qui a la plus grosse bibliothèque. Mm. Et tu passais ta journée dans la bibliothèque à prendre des trucs. Mm. Et c'était un travail vachement fastidieux. C'est pour ça que les doctorats duraient 4 ans, 5 ans, Mm. 6 ans minimum. Aujourd'hui, la réalité d'un doctorat, c'est que tu as Internet, Mm. qui est une source d'informations, tu vois, sur des moteurs de recherche, Kern, tu as Google qui a des grosses bases de données, je parle Mm. d'articles scientifiques. Bien sûr. Tu mets tes mots-clés, tu dis tes trucs, tu dis comme pense Mohamed Bouclé, deux points, je cite, guillemets, bim. Mm. Néanmoins, Julien pense que sur ta première partie qui, à l'époque, durait 3 4 ans, parce que ce qui était long, c'était de lire, de trouver la source, de voyager. Aujourd'hui, en une année, si tu es Mm. organisé, tu as tout qui est sur Internet. Mm. Vraiment, hein. Tu vois, Bien sûr. l'accès à l'information, elle a été raccourcie par 5, 6, 7. Tu veux écrire à quelqu'un qui est aux États-Unis, tu n'as même plus besoin de voyager. Ouais. Tout est simple. Après, ton protocole de recherche, vraiment la production de la connaissance, bon, ça c'est la même chose. Bien Mais sûr. même là-dessus, c'est plus simple de contacter les gens. Bien Tu n'es sûr. pas obligé de leur envoyer des lettres, des missives, et puis Bien mettre sûr. 3 mois pour te répondre. Non, en fait, ça s'est vachement simplifié sur l'exercice qui est la collecte, l'organisation de l'information. Bon. Ce que tu es en train de me dire m'intéresse énormément parce que j'ai le projet de faire un doctorat. Et, euh, et ça fait longtemps que j'ai ce projet, que je fais des petites recherches, mais là, déjà, en quelques minutes, tu m'as apporté un éclaircissement. On en reparlera Ah après. oui. On en Et, reparlera et après. pour quelqu'un comme toi, en plus, qui va hacker le système sur tes lectures et sur ta façon de mapper l'information, c'est un exercice qui va être trivial, quoi. Vraiment. C'est très intéressant ce que tu racontes et ça nous permet de rentrer directement dans le vif du sujet parce que beaucoup de personnes ont cette croyance
qui est j'ai mon diplôme, je finis mes études à 23 ans, et après c'est fini l'école pour moi, je mets ça derrière moi, et on se rêve à un moment à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans de vouloir reprendre les études parce qu'ils veulent changer, soit Mm. sur le domaine, soit un autre domaine, ou même reprendre un doctorat. J'ai une personne que je connais très bien il vient d'avoir 45 ans et il rentre en Mhm. doctorat de droit. Il Génial. vient de 40, et il a repris ses études à 40 ans. À 40 ans, il n'avait même pas le bac. C'est-à-dire Ah, top. il a arrêté l'école au brevet. À 40 ans, il Ouais. fait l'équivalence du bac. Il enchaîne bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Il vient d'avoir son master en septembre. Et là, il enchaîne en doctorat. Et ça, c'est super incroyable. Et ce que tu es en train de nous dire, ça permet à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont ce rêve au fond d'eux, de se dire, bah ouais, moi aussi, je peux, si j'ai envie, me donner les moyens et concilier ma vie pro et ma vie perso. Est-ce que au niveau perso, t'arrivais à gérer ton travail, ta vie perso et la reprise de ces études? Ah, Je sais pas, au niveau ouais, ouais. familial, t'es en... À l'époque, j'étais en couple, mais pas avec la mère de mon fils. Et ouais, bah, ça laisse des traces, forcément, quand t'as pas forcément le même mindset qu'une personne qui dit, et qui est louable, hein. Moi, quand j'ai fini à 17h, je ferme la porte de mon travail et je veux plus entendre parler de mon travail. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Moi, j'ai pas une très grosse différence entre ma vie pro et perso. C'est-à-dire, je travaille le week-end, je travaille à n'importe quel moment. Et c'est D'accord. une autre organisation. Donc, forcément, oui, bah, de toute façon, ta journée, elle fait 24 heures comme tout le monde, tu es obligé d'arbitrer. Par contre, je veux juste souligner un point que tu as quasiment abordé du bout des doigts et qui pour moi est vraiment important, c'est qu'on est dans une société on voit beaucoup d'aspects négatifs de notre quotidien, tu vois, la France, mais c'est mieux Mm. ailleurs, mais il y a ça qui est chiant, ouais, mais on a un taux d'imposition, c'est moi le premier, hein, Mm. on est entrepreneur, on sait ce qu'on donne tous les mois. Et la réalité, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas totalement en France, et par contre, en même temps, l'éducation, tu vois, Mm. cette capacité à 30 ans à reprendre un doctorat, c'est 350, à l'époque peut-être 400 euros par an. Tu veux reprendre tes études, tapes ton bac, tu veux te dire à 50 ans, je veux faire mon bac plus 5, c'est 300-400 euros par an. Si tu veux, la connaissance aujourd'hui en France, elle est accessible au plus grand nombre. Et ça, Ouais, je c'est trouve vrai. que c'est une superbe opportunité, c'est une superbe aubaine. Et on n'a pas ce mindset, où peu de personnes l'ont un peu, c'est comme aux États-Unis où ils investissent énormément sur la formation. Et paradoxalement, eux, une année, c'est 50, 100, 150 Mm. 000 euros. Tu vois, Bien sûr. ils sortent de leur bac plus 5, ils sont tous endettés. Et En tous. France, bien évidemment, tu as des gens qui sont endettés parce qu'ils sont obligés de travailler le week-end, et puis tu as des écoles de commerce ou d'ingé qui sont payantes maintenant, qui suivent un peu ce Mm. modèle américain. Mais le système universitaire, qui est loin d'être mauvais, Mm. te permet d'avoir accès à des parcours et des montées en compétences qui sont incroyables. Et Bien sûr. donc, profitons-en, quoi. Soyons curieux. Ouais, il y a un champ. Tu veux faire de la psychologie, fais de la psycho. Tu veux faire de l'histoire de France. Et tu n'es même pas obligé de te dire, j'en ferai un métier, en fait. Tu n'as même Bien pas sûr. d'obligation. Bien sûr, bien Donc, sûr. Et c'est une super opportunité. Il faut juste essayer, il faut juste se lancer là-dedans. je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, tu regardes les bibliothèques où les livres sont gratuits, ils sont là à disposition, les bibliothèques sont vides. Voilà. C'est incroyable de voir autant de bibliothèques. Les gens me disent, mais j'ai pas d'argent pour me former. Mais tu vas à la bibliothèque, si t'as pas d'argent, tu as une carte de bibliothèque, ça coûte 5 euros l'année. Et si tu es Dans toutes les demandeur villes. d'emploi, elle est gratuite. Et tu peux récupérer 10 livres, 10 livres, 10 livres par semaine ou même plus. Tu les prends, tu les lis, tu les rends, tu peux apprendre tout ce que tu veux. Tu as là-bas accès à Internet, tu as accès à tout. Et c'est incroyable. Et aujourd'hui, tu as même plein de formes. Dans toutes les villes où tu vas, alors c'est peut-être, je sais pas d'où cet héritage, mais dans toutes les villes, même les villages, tu as une mairie, tu as quasiment une poste, sauf si elle a Mm. fermé, tu as une église, une école et une Et bibliothèque. ouais, c'est incroyable. Vraiment, moi j'habite dans un patelin, il y a peut-être 10 000 personnes, il y a une bibliothèque. Et puis elle est très très loin d'être déconnante. Et puis Oui, au pire, tu fais tes 10 minutes de voiture, tu vas dans une ville qui fait 50 000, 100 000 habitants, et là c'est de l'open bar, voire même ils achètent les livres pour toi. ouais. Je suis entièrement- Donc je t'appelle maintenant, il faut que je t'appelle docteur Julien. Je savais pas ça. Voilà, Parce que sur LinkedIn, il n'y a doc. pas le petit DR. Il n'y a pas le DR point Ah, Julien. bah, Il, ouais. il- il manque cette petite chose. Mais J'apprécierais, mais tu serais la première personne, quoi. c'est-à-dire. À m'appeler docteur Ah oui, bah je ou vais t'appeler doc. docteur. Je vais t'appeler docteur. Ouais, je vais t'appeler docteur. Pendant tout le podcast. Alors docteur. Vous étiez comment quand vous étiez étudiant? Je vais te vous voyez J'étais, maintenant. j'ai D'un coup, jamais, mon. ouais, mais tu vois, j'ai jamais aimé ça, paradoxalement. J'ai jamais aimé, je crois que c'est les pires années de ma vie, à peu de choses près. J'ai jamais vraiment aimé les études. Parce qu'en plus, j'étais dans un mindset où j'ai eu une éducation avec des parents qui étaient très rigoureux. Ce que je faisais n'était pas très important à partir du moment où je réussissais. Donc, tu vois, il y D'accord. avait un engagement de résultat qui était très, très fort. J'avais beaucoup de pression. C'était pas, ouais.
En fait, j'ai été un peu construit comme une machine à réussir, mais c'était pas fait pour moi au départ, je pense. Alors aujourd'hui, je vais pas faire mon ingrat, hein, Hmm, mais moi, tu mets une tiny house en plein milieu de la forêt, des potes et du rhum, je suis un homme heureux. d'accord. Donc, mais ouais, mais bah, vraiment. Donc, mon bac Ok. plus 5, ouais, je l'ai fait et je le regrette pas, mais j'ai jamais pris trop de plaisir. J'ai fait une D'accord. prépa HEC, je me suis fait virer, quoi. Et pourtant, je travaillais énormément. D'accord. Euh, et Donc prépa HEC, après tu es parti en fac, Sorbonne, ouais. Sorbonne, tu as fait ton master. Mm. Et ce qui est bien, c'est que ton master, il est en lien avec ce que tu faisais aujourd'hui, tu fais aujourd'hui. Ouais, bah c'est ma 5e année en fait qui m'a ouvert les yeux et tu vois, c'est le parallèle direct qu'on peut faire sur un protocole d'apprentissage. C'est que pour moi, les études, ça a toujours été du travail, au D'accord. sens noble du terme, tu vois, que c'est tripalium en latin, c'est un Mm, instrument de torture. mm, Les Italiens vont parler de labor, que la labeur, quoi, tu mm, vois. C'est que tu sens dans les prémices que le travail, c'est quelque chose qui va pas être plaisant. C'est un peu ce travailler dur, work hard, mm. play hard. Ouais, bah, j'ai connu ça que ça. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, hein, je sais pas si tu vas le partager, que euh, quand tu prends pas de plaisir, bah, c'est compliqué, quoi. Bien sûr. C'est compliqué de performer, c'est compliqué de s'investir totalement parce que tu donnes du temps, mais est-ce que tu donnes un temps de qualité? Je ne sais pas dire. Et d'ailleurs, je pense que le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut monter en compétence, quel que soit le sujet, bah, c'est juste prenez du plaisir. Si tu fais un taf et tu te dis je prends pas de plaisir, c'est compliqué de performer ou tu vas pas Mm, surperformer. Et tu vois, je pense que même quelqu'un comme toi, tu peux pas dire à un moment donné, moi j'ai été champion de France ou j'ai mm. vice-champion du monde, mais tu vois, je fais mes plages horaires et puis c'est tout, quoi. J'y prends aucun plaisir. C'est pas possible, quoi. Et aujourd'hui, parce que tu as parlé des études où tu prenais pas de plaisir, mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Ce que tu fais, Ouais. Ah ouais, moi, mais de toute façon, j'aurais pas pu faire le doctorat si je prenais pas de plaisir. Le bac plus 5, j'ai trouvé ma voie. Et le doctorat, c'est que j'ai trouvé ma place, quoi, dans la société. Et je me suis dit, là, en fait, je suis à l'alignement de toutes les planètes. C'est la notion un peu d'ikigai en mm, japonais. Tu vois, tu fais quelque chose que tu aimes, tu fais quelque chose où tu n'es pas trop mauvais, tu fais quelque mm, chose où les gens sont prêts à te payer et tu fais quelque chose qui apporte aux autres. ouais, Moi, le thème qui est la négociation, en plus d'aimer ça, c'est que je suis pas trop mauvais. Donc, tu vois, c'est plutôt cool. Les planètes se sont alignées et là, j'ai trouvé juste ma place. Je ne d'accord. me vois pas faire autre chose, quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je pense, alors pas comme toi, mais je dois lire au moins mes 2, 3 livres par mois, quoi. Tu vois, sur mon thème qui est la négo, j'en lis tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les Donc mois. Et les vacances d'été, ah oui, oui, complètement. tu continues à apprendre sur la négociation. Ouais, 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 à lire. Ouais, Mm, complètement. d'accord. Et en fait, des fois, je lis des livres où j'ai 99% du contenu, je me dis, pff, vu, déjà vu, aucun intérêt. Et puis, j'ai un paragraphe, j'ai un chapitre où je me dis, waouh, D'accord. mais ça, c'est génial. Ça m'a fait ma semaine. Ça me suffit. Tu C'est vois, le coût du savoir, c'est la théorie du coût de savoir. Plus tu avances, plus le coût du savoir est cher. ouais, C'est-à-dire bah, tu vois, que ok. cher, mais c'est pas forcément Hum, en argent. On pourrait transposer ça en argent, mais ça peut être hum. cher en temps. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu commences sur une thématique, tu vas lire, tout va te sembler incroyable. Oh, et plus tu vas avancer, plus tu vas lire, plus tu vas te rendre compte que ça, tu connais. Et donc, tu vas plus être à la recherche, non pas juste de l'information, mais de la pépite. Et c'est exactement, c'est le coût du savoir qui, cette théorie, plus tu avances, plus le Intéressant. coût du savoir est cher. Et effectivement, Il est c'est cher, mais il très. te rapporte énormément. Tu vois, à un moment donné, ça peut te faire vraiment, c'est l'épiphanie de Mm, dopamine dans ta tête. mm, Ça fait un feu d'artifice. Ça te dit, waouh, c'est incroyable, je peux faire ça comme ça, comme ça. Et puis, euh, et puis c'est intéressant de se tenir à jour de moi sur mon écosystème, de ce que mm, font des gens dans d'autres pays, comment ça fonctionne différemment. Maintenant, plus je lis, moins je suis d'accord avec les gens, mais c'est pas très grave. J'ai mm. toujours des gens où je me dis, enfin, j'ai mon top 5, je me dis, mais ça, c'est brillant, quoi. D'accord. Et par rapport à l'apprentissage, donc tu continues à lire 2 à 3 livres par mois sur la Ouais, négociation. Et est-ce que toi, en tant que, parce que tu es formateur, tu es également ouais. entrepreneur, est-ce que tu continues à te former et à lire sur d'autres thématiques et à apprendre des choses ou pas? Ou, Ouais, alors je continue en fait indirectement avec une forme de mentoring, puisque, je rencontre mes pairs. Donc tu vois, on échange librement et des fois avec les gens qui sont plutôt bien câblés où tu es pas forcément dans une notion de rivalité, c'est très intéressant et j'ai notamment, un mentor, depuis 2017, Wow. et qui m'inspire énormément et professionnellement et humainement. Donc c'est une vraie source d'inspiration pour moi. Hem, je continue à me former, et à lire autant sur la négo que sur la psychologie, tu vois?
D'accord. qui n'est pas mon domaine au départ d'appétence. Mais ouais, dans ma bibliothèque, la moitié des ouvrages, c'est de la négo et l'autre moitié, c'est la psychologie sociale, humaine. Parce qu'en fait, les mécanismes de décision sont les mêmes, quoi. Alors, la D'accord. négociation est réducteur à certains moments pour ces gens-là, mais donc ça, c'est extrêmement important. Ça t'ouvre le champ des possibles de comprendre comment le cerveau prend des Mm. décisions. Et le troisième truc, alors qui est compliqué généralement pour les gens à comprendre, mais je leur dis, si vous voulez devenir bon négociateur, euh, au-delà de la meilleure formation, c'est aller voir un psy. Et, D'accord. et Pourquoi, en fait, pourquoi? C'est-à-dire, si tu peux ben, en développer. fait, tu peux pas avoir la prétention d'influencer et de comprendre le système de valeurs de ton interlocuteur si D'accord. toi-même, tu ne comprends pas ce qui t'anime au quotidien et sur tes mécanismes à proprement parler de décision chez toi. D'accord. Moi, je sais que je vois quelqu'un, je fais une thérapie, mais je suis pas malade, tu vois, quand tu parles de ces mots, tu vois, ils sont mal Ouais, adaptés, quand je on entend pense. thérapie, c'est il a des Ah ouais, problèmes, hein, il a des problèmes de vie, des problèmes ah ouais. personnels. Le soir, je sors avec un couteau et non, pas du tout, je suis assez Faut pas que équilibré. je coupe que ce passage du podcast, les gens vont pas comprendre. Ouais, ouais, si tu Julien mets qui se... ça en bande-annonce, ça va être très particulier. Non, mais en fait, ouais, je commençais il y a 1 an et demi, 2 ans, mais ça m'a ouvert un champ des possibles qui est incroyable. Enfin, vraiment, c'est une introspection au fond de toi sur comment est-ce que tu prends des décisions, ce qui t'anime, ta perception des émotions, comment ça t'impacte. Et en fait, tu vois, les gens parlent beaucoup d'empathie en ce moment. Il faut faire Mm. preuve d'empathie. Enfin, ouais. Et la De première empathie, bienveillance. ouais, la première empathie qu'on doit avoir, c'est envers soi. Mm. C'est de comprendre nous, qu'est-ce qui nous anime. Ça pourrait être une forme de coaching, tu vois. Bien sûr. D'ailleurs, je vois un coach en parallèle sur le business, mais c'est cette vraie introspection, ce focus interne. Moi, il m'a ouvert un champ des possibles dans la négociation improbable, que je pensais même pas toucher du bout des doigts. Et aujourd'hui, ça me permet vraiment d'être beaucoup plus pertinent et dans ma capacité à accompagner les gens mais et dans ma capacité à négocier pour eux quand on est mandaté, parce que je sais ce qui se joue et j'arrive à avoir un détachement qui est pas le même, quoi, un regard sur la D'accord. situation qui est pas le même. Donc non, non, extrêmement important. Pour moi, c'est les Mm. 3 axes. Mentoring, lecture, lire des choses connexes et psychanalyse, psychologue, vous mettez ce que vous voulez, mais en D'accord. tout cas comprendre nous ce qui nous régit d'abord pour après espérer potentiellement créer un espace de réflexion chez l'autre. Mm. Il y a une notion que tu n'as pas abordée c'est Mhm. l'application. Cette notion, c'est-à-dire que toi, je vois, donc tu lis beaucoup, tu apprends beaucoup, et ça c'est top. Comment tu as intégré l'application de ce que tu apprenais dans ton mode de fonctionnement? Alors, intéressant. Déjà, moi, sur ma discipline, c'est une discipline, la négociation, qui est extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que pour moi, hein, quand tu lis un ouvrage, tu vois déjà de quoi il en ressort, de Mm. façon très pratique. Et après, l'idée, c'est qu'au quotidien, nous, sur de la formation, on fait du conseil et de l'accompagnement en même temps. Et tu vois, je pense que la première étape, elle est extrêmement importante, c'est qu'avant de faire du conseil ou des choses comme ça, quand tu formes les gens, tu as déjà tout un tas de questions que tu n'aurais même pas forcément sur du conseil parce qu'il n'y a pas de filtre chez les gens. Ouais, mais là, j'ai été confronté à cette situation. Mais là, je vais avoir ça dans 2 semaines. Et, euh, et à ce moment-là, tu leur offres une autre compréhension. Et les gens te font un retour d'expérience. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ou ah, j'ai fait ça exactement sur une négo il y a 2 mois et ça a extrêmement bien fonctionné. Ou sinon, tu es en face à face, tu fais le truc et tu dis ah bah tiens, je viens d'avoir ça comme. Donc, ouais, bien sûr, si tu veux, Mm. si tu n'appliques pas, ce que tu fais, c'est de la philosophie. Ça n'a aucune D'accord. forme d'intérêt. C'est tes professeurs universitaires, c'est très très bien, mais viens pas m'expliquer le leadership ou le management quand tu as 28 ans et que tu n'as jamais travaillé, été salarié dans une entreprise. Et ça arrive malheureusement. Mm. À l'inverse, tu as des gens qui sont extrêmement bons praticiens, mais qui n'ont pas une compréhension globale. Je D'accord. pense que quand tu as les deux, tu as cette compréhension théorique et empirique, bah, tu t'ouvres un champ des possibles qui est incroyable. En tout cas, moi, ça a été mon positionnement et je sais que j'y trouve beaucoup de plaisir, tant sur cette partie théorique que empirique. Le mettre en pratique, c'est la finalité, bien évidemment. D'accord. Est-ce que tu as un exemple de négociation que tu peux partager ici? Et, euh, et comment tu t'y es pris pour la négociation? Et ce que nous, on va dire, si j'écoute une personne qui écoute le podcast, quel est les un, 2, les 3 enseignements que je dois avoir pour faire une négociation basique, hein. Peut-être la négociation avec mon enfant parce qu'il n'a pas envie de mettre son pyjama ou, ou une autre négociation. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ça ou pas?
Alors, déjà, juste pour redonner une définition de la négo, pour être sûr que tout le monde comprenne. Ouais, j'ai donné l'exemple du pyjama, c'est pas vrai, mais Non, non, mais c'est c'était c'est- pas c'est- ça. c'est Mais très bien. c'est pas, C'est très, très t'enseignes bien. pas ça, je sais que t'es pas sur cette négociation-là que tu nous Non, non, partages. non, mais enfin, tu vois, j'ai un enfant et donc tu as les mêmes problèmes. Non, déjà, c'est quoi négocier? C'est trouver un accord avec quelqu'un qui peut te dire non. Tu vois? C'est une définition toute simple. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que quand tu négocies avec ton enfant, tu négocies pas. Parce que là, on pourrait monter un business ensemble, Mohamed, et je te dirais, bah, tu vois, là, je vois pas les choses de cette manière, donc tu Mm. as la capacité de me dire non, j'ai la capacité de te dire non, on travaillera pas ensemble, c'est pas très grave. Mm. C'est une négociation. Moi, mon enfant, à 8h15, s'il me dit, papa, je veux pas mettre mon pyjama. Je lui dis, bon, mon cœur, il te reste 5 minutes, mais tu mets ton pyjama. Je te laisse 10 minutes de plus, je fais une concession, Mm. tu mets ton pyjama. 8h30, il veut pas. Je lui dis, écoute, mon cœur, c'est la règle, on va se coucher en pyjama. Donc, tu vois, j'escalade de la négociation à la Mm. règle. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Il veut toujours pas. Le dernier levier qui est à ma disposition, c'est le pouvoir. Autant te dire que c'est le pénal. Mais je Mm. peux pas dire à mon fils, tu veux pas mettre ton pyjama, j'ouvre la porte du salon et je lui dis, va dans la rue. Ouais. Tu vois, j'ai pas la capacité de lui dire non. Donc ça peut pas être une négociation. Et tu as D'accord. beaucoup de gens qui sont dans des processus de vente ou de négociation, qu'ils appellent comme ça. Et en fait, leur chef d'entreprise, leur manager leur dit, ouais, mais ce client, tu n'as pas le droit de le perdre. Ou ça, tu n'as pas le droit d'avoir un échec. Et si tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne peux pas négocier. Tu es juste dans un processus de soumission. Alors, tu vas faire un simulacre de négociation, mais si tu n'as pas Mm. la capacité de dire non à ton interlocuteur, tu n'as pas la capacité à négocier. Tu vois ce que je veux dire? C'est Je une suis petite entièrement d'accord. subtilité. Je suis Mais entièrement d'accord. tu peux négocier avec ta femme. Tu peux dire, écoute, mon cœur, on ne voit pas les choses de la même manière. Je t'invite à reprendre ton indépendance, ton autonomie, ou chacun… voilà, on se sépare. Tu as la capacité de négocier avec ta femme. Mais ton sang, ton fils, Mm. en dessous de 18 ans et puis même après, je pense. Mm. Tu peux pas. Donc, tu fais des simulacres. Et c'est pour ça Mm. qu'après, tu vas faire de l'adultisme, tu vas mettre Mm. la pression, tu vas hausser la voix, mais c'est bien parce que tu peux pas négocier que tu fais tout ça. D'accord. Je suis entièrement d'accord. Donc, Parfait. Et ça, c'est la donc, première idée, premier concept, première définition de la négo pour bien comprendre ce qu'il en ressort. Après, ouais, 3 principes. Mais des cas. ou un ou deux, j'ai dit trois parce que souvent on aime bien le Ouais, chiffre 3, mais juste si ici une personne avait une chose à appliquer, on a bien compris, on a une déjà que j'ai retenue, c'est apprendre à se connaître, parce ouais, que tu peux pas apprendre à se négocier, connaître. ça c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. Ouais. Très bien. Il y a l'application, forcément, parce que si tu lis, il faut appliquer, mais est-ce que toi, tu as un exemple, un truc... Le troisième, après apprendre à se connaître, c'est le corollaire. C'est-à-dire, c'est connaître l'autre. D'accord. Et en fait, connaître l'autre, enfin, nous, on a un mantra là-dessus qui est passer d'une volonté de convaincre à une volonté de comprendre. C'est-à-dire que dans la négociation, généralement, on a l'impression que c'est celui qui parle le plus qui va gagner, qui va avoir raison, ce qui n'est pas le but de la négo. Mm. Mais la seule personne qui peut prendre une décision dans le processus de négociation, c'est la personne qui est en face de toi. Donc là, pour le coup, c'est Mohamed. Et Mohamed, il prend sa décision dans son référentiel, dans son cerveau. Donc, ça ne fait pas sens de vouloir te convaincre, parce que convaincre, c'est vaincre, c'est Mm. vaincre, et con, c'est le préfixe intensif, et dire de manière plus importante. Donc, je t'explique que tu as tort, et je t'explique que j'ai raison. Et toi, Mm. tu m'écoutes, pas pour comprendre, mais pour répondre, tu vois. Mm. Et on rentre dans une joute verbale d'argumentation, Mm. contre-argumentation, de marchandage, tout ce Mm. que tu veux. Mais vu que tu prends la décision dans ton référentiel, c'est beaucoup plus simple pour moi de m'y inviter, de faire preuve d'empathie, de comprendre qu'est-ce qui te motive pas, c'est quoi tes freins, c'est quoi ce que tu viens chercher. Parce que si tu rentres dans le processus de négociation, tu viens forcément chercher quelque chose. Tu vois, D'accord. l'être humain, il est purement égoïste. Nous, dans notre travail, c'est notre premier critère, c'est qu'il n'y a pas de don gratuit. Tout ce D'accord. que tu le fais dans une volonté d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Ok. Et donc, dans un processus de négociation, c'est la même chose. Donc, si tu t'assois, c'est que tu attends quelque chose. Si je comprends dans ton référentiel ce qui t'anime, derrière ce que tu me demandes, c'est-à-dire le pourquoi, tes Mm. enjeux, tes intérêts, ce qui se cache, tes croyances, ça m'ouvre un champ des possibles qui est beaucoup plus large. Voilà. Et donc, une Très fois que je bien. t'ai compris et que j'apporte une solution à ton problème, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Et aujourd'hui, tu as des ouvrages à nous conseiller. Je sais que toi, tu en as un déjà. Ouais. Et est-ce que tu as déjà nous parler de ton livre et nous parler des différents ouvrages, si tu en as un ou deux de référence, que des personnes qui nous écoutent peuvent se dire, allez, vas-y, je vais aller à la bibliothèque ou aller me procurer ces livres. Ouais, alors moi j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Négociation d'influence, qui est notre ouvrage, on en est à la 2e édition et là on écrit la 3e pour Duno. D'accord. Qui est vraiment notre référentiel de négociation et qui vient chercher sur les best practices et la recherche qu'on a faite. Mhm. Donc, c'est un ouvrage qui est très pratique et qui permet vraiment d'avoir, je pense, à un instant T,
quelque chose d'assez exhaustif sur la discipline. On a écrit un deuxième livre, toujours chez Duno, qui s'appelle Pitch et Influence. Donc, toute la partie en amont et en aval du processus de négo, avec un peu cette idée qui est de dire, c'est plus simple de convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu. Tu vois, dit comme ça paraît stupide, mais les gens qui vont contacter Mohamed Bouclé en pensant que tu as la réponse à leurs problèmes, en fait, derrière, c'est beaucoup plus simple pour toi de faire ton travail. Bien sûr. Donc, c'est comment est-ce que dans mon quotidien, je pitch une idée, je crée du désir, je crée de l'attention et je crée un environnement qui fait que mon processus de négociation va être plus simple. C'est un peu l'idée de ce deuxième ouvrage. D'ailleurs, si on avait pu mettre les deux ensemble, ça aurait été génial parce qu'on avait tout un séquençage qui était vraiment intéressant. Ça, c'est les deux livres chez Duno. Après, fonction de l'appétence des gens, ouais, on va très classiquement, il y a Comment réussir une négociation de Yuri Fisher et Patton, qui est l'ouvrage fondateur du programme de négo d'Harvard. C'est Getting to Yes, Comment réussir une négo, qui est vraiment très intéressant sur une première lecture. D'accord. Tu vas avoir des livres. Tu as Chris Voss qui a ne coupez pas la poire en deux, qui est un livre qui est intéressant parce qu'il est très vulgarisé. Il se lit très facilement. C'est un ancien du FBI, donc il a pris plein d'anecdotes. Ça me fait penser au début de ton TEDx, ça. Ouais, Avec la chaussette, avec les ouais, couleurs alors de... tu vois, l'histoire de la chaussette, c'est sur une idée de Jim Camp, avec un livre qui s'appelle Start With No. En fait, Chris Voss a fait un truc intéressant parce qu'il a fait écrire son livre par Tal Arras, qui a été sa plume et qui a le génie de l'écriture, qui avait déjà écrit un livre qui s'appelait Never Eat Alone et qui, avec Chris Voss, a écrit Never Split the Difference, donc qui est dans la continuité, un peu dans le développement personnel. Et il a fait l'américain avec du génie, c'est-à-dire qu'il a repris plein de concepts anciens sans jamais les citer, et il en a fait quelque chose de nouveau avec ses anecdotes. Et les gens qui lisent un premier livre de négo de Chris Voss se disent, mais ce mec, il a tout inventé. Tu lis le livre, honnêtement, tu as un tiers, tu vas avoir du Daniel Kahneman, tu as un autre tiers, tu as Negotiation Genius de Deepak Malhotra, tu vas avoir un autre tiers, c'est Jim Camp, et là, tu as quasiment tout l'ouvrage à 90%. Mais il a le génie de faire du neuf avec ses anecdotes. Et comme il l'avait dit sur une conférence, la différence entre les gens qui font de la formation et moi, c'est que moi, j'ai toujours des anecdotes plus sympas en tant qu'ancien négociateur du FBI. Et ouais, ça fait vendre. Donc, il a tout compris le business. Et son livre, il est traduit en français ou pas? Pour les Ouais, gens ouais, c'est Ne coupez pas la la poire en part en deux. deux. Ah, Ouais, c'est celui-là, d'accord. ça va être ça. Ouais, Never d'accord. split the difference, ne coupez pas la poire en deux. Ouais, c'est celui-là. Puis après, pour les gens qui ont la capacité de lire en anglais, tu as Jim Camp, tu as Start With No. Excellent livre, qui n'est pas tout neuf, qui est pas, je crois que c'est début année 2000, un truc comme ça, mais qui est génial. Ouais, c'est le top 3. D'accord, super. Euh, Aujourd'hui, donc, tu lis, tu te formes, et est-ce que tu t'es déjà arrêté pour te poser cette question de, voilà, moi j'apprends, j'enseigne, je fais des conférences, mais est-ce que tu as déjà analysé ton mode d'apprentissage? Est-ce que tu t'es déjà dit, voilà, moi, par exemple, je vais te poser une problématique et je te donne une problématique. Je viens et je te dis, voilà, j'ai tel problème. Comment tu procèdes pour résoudre ce problème? Est-ce Bien que sûr. t'es... Ouais, je suis incapable d'y répondre. Je fonctionne de manière très intuitive là-dessus. Alors, sur la négociation, j'aime ça, donc c'est pas un problème. D'ailleurs, tu as souligné un mot que je t'ai pas souligné, c'est j'enseigne. Le fait d'enseigner sa discipline te force à structurer ton savoir. Et pour moi, j'ai vraiment accéléré ma capacité à bien négocier à partir du moment où j'ai fait de la formation et du conseil. Parce que Parce tu que enseignes à la Sorbonne et tu enseignes dans ton centre de je formation fais, aussi. en école, je fais Sorbonne, HEC, Centrale et l'ENA. D'accord. Et après, Seulement, ça va, c'est des petites écoles françaises, ça. ouais, Tu te positionnes bien, d'accord? ouais, j'ai de la chance, c'est plutôt cool. Et puis après, ouais, j'ai entreprise du CAC 40. Mais tu vois, c'est très important pour moi de continuer à former à la Sorbonne parce que là, pour le coup, t'es pas payé, c'est quasiment Hmm. pro bono par rapport à ce que tu factures en entreprise. Mais pour moi, c'est important de donner ou de rendre, plutôt de rendre ce qu'on m'a donné, tu vois, de donner l'accès au plus grand nombre de la connaissance, quelle que D'accord. soit ton origine sociale, quelle que soit plein de choses. Et démocratiser ce savoir, pour moi, c'est extrêmement important. Mais après, quand je suis face à une problématique, à proprement parler, comment est-ce que je fais? Moi, dans mon travail qui est la négociation, c'est que je vais le découper en plein de petites problématiques. D'accord. Et je vais émettre des hypothèses. C'est-à-dire pas des suppositions, mais des hypothèses. Et une hypothèse, ça se valide ou ça s'invalide. Hmm. Donc, c'est-à-dire derrière, dans mon interaction à l'autre, je vais poser des questions.
Exact. C'est comme ça que je fais. Et tu vois, alors paradoxalement, c'est que sur la définition du problème, je parle dans une interaction humaine, alors je ne sais Mhm. pas si c'est ça, je vais essayer d'oublier au maximum mon expertise. Parce Ok. que plus tu as une expertise qui est forte et plus tu peux avoir des biais de compréhension, plus tu dis, ah, Mhm. non, mais je sais, ça, c'est la solution dont il a besoin, et en fait, pas du tout. Mhm. Donc, ça te demande d'abandonner ton expertise pour embrasser totalement l'incertitude qui est chez l'autre. Et Mhm. quand tu es totalement perdu, bah, tu peux te rattraper sur ton expertise et dire, bon, là, je me rattrape sur mon référentiel, sur mon système. D'accord. Mais l'idée, c'est d'avoir une phase de découverte avec le minimum de biais, de préjugés, de tous ces sujets-là. Mais sur Super. un processus d'apprentissage, je suis à des années-lumière de ce que tu fais. Tu vois, je ne fais pas de mind mapping. Je pense que ça serait plus pertinent. Mais tu vois, moi, mon problème sur l'apprentissage, c'est que je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai plein de points aveugles et en fait, aujourd'hui, ils ne me manquent pas au quotidien Mhm. parce que je ne sais même pas qu'ils existent. Et d'où le fait, tu vois, depuis qu'on est en interaction, je trouve que ton contenu, il est vraiment intéressant et j'ai vu ton TEDx et je trouve ça sympa. Alors maintenant, j'essaye de lire avec Le et visuel. d'accélérer. Mais tu vois, j'en suis au tout début, mais je trouve ça intéressant parce que c'est comme si tu jouais à un jeu vidéo et puis d'un jour, du jour au lendemain, on te dit, ouais, mais tu sais, il y a un shortcode, il y a un passage secret et tu sais même pas qu'il existait pour hacker ton cerveau. Ouais, c'est Mais ça. quand tu le sais pas, en fait, ça te manque pas. Mhm. Moi, je vis très bien avec ça, avec mon ignorance. Donc, c'est pour Mais ça que ton beaucoup de travail, pour moi, il est personnes, vraiment intéressant. ce qui est incroyable, et j'adore ce que tu viens de dire, c'est qu'énormément de personnes acceptent de vivre avec leur ignorance. Et ils disent, et ils veulent même pas essayer de se rendre compte qu'ils sont ignorants. Bah, c'est dur. Et, et on avance, et la mission d'apprendre à apprendre ou de hacker son cerveau, c'est de se dire, bah, moi, je pourrais peut-être éclairer des gens, je pourrais peut-être aider. Et là, aujourd'hui, comme je m'élève pas, comme j'apprends pas, ben, je prive les gens qui m'entourent de mon plein potentiel. Parce Mhm. que le fait d'être à ma place, peut-être que je pourrais faire des choses incroyables qui pourraient aider à mon niveau, hein, des centaines, des milliers de personnes ou différemment. Et ça qu'il faut avoir en tête, et ça, c'est super puissant Ah, mais à complètement. avoir. Et tu vois, et c'est un des problèmes de beaucoup de personnes quand tu leur dis qu'est-ce qui te donne du pouvoir dans la vie ou dans la négociation. Mhm. Tu vas avoir les gens qui vont avoir ce postulat que la connaissance, c'est le pouvoir. Knowledge Mhm. is power. Et en fait, c'est faux. C'est vraiment faux. Parce que moi, si je négociais avec toi, le fait que j'ai la connaissance de savoir ce qui est bon pour toi, Mohamed, n'est pas suffisant. Mhm. En fait, c'est pas la connaissance qui est le pouvoir, c'est d'aider l'autre à prendre conscience Mhm. de cette connaissance. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement Tu ça. peux savoir ce qui est bon pour moi en me disant, Julien, mais tu pourrais faire ça de plus si tu savais mind mapper, si tu savais lire rapidement, enfin, toute ta proposition de valeur. Si moi, j'en ai pas conscience, toi, tu peux le savoir, mais en fait, je m'en balèque, quoi, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Non, J'en ai même aucune idée. ouais, Donc, bien sûr. il y a un vrai travail pédagogique derrière à faire et c'est ça qui est compliqué. Et ça, tu peux pas le faire en argumentant ou en essayant de convaincre l'autre. Tu peux le faire qu'en comprenant son référentiel et en créant une dissonance cognitive à Mhm. travers des dynamiques d'influence et de questionnement. Je suis entièrement d'accord. J'ai ma dernière question. On arrive à la Yep. fin de cet épisode et qui je trouve super intéressant. C'est la question que je Merci. pose à tous mes invités. À chaque fois, Mhm. je leur pose la même question. J'ai des réponses complètement différentes à chaque fois et ça, c'est super intéressant. Si, j'ai une question un peu d'introspection. Si ça devait être ton dernier jour, que tu étais entouré de tes proches et que tu voulais laisser un héritage. Mais cet héritage, c'est un enseignement, c'est une phrase, c'est un partage. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à tes proches qui t'entourent? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui sont là et que tu veux et quelle serait cette phrase ou cette citation que tu partagerais? La première qui me vient en tête, comme ça, sans réfléchir, je leur citerai une phrase de Voltaire. Pas pour faire mon intello, mais c'est que T'as le j'ai droit, t'as le découverte droit. Pardon? Oui, t'as le droit. Ouais, ouais, non, mais en fait, je l'ai eu au contact d'anciens des forces spéciales, Hmm, d'accord. de commando marine, et qui avaient ça sur leur phrase d'un des bureaux, Mhm, et qui était le succès fut toujours un enfant de l'audace. Et d'accord, cette phrase, je la trouve géniale. C'est oser. Tu vois, c'est cette notion de qui ose gagne. d'accord. Ouais, faites des choses, ne regrettez pas, osez, trompez-vous, tombez, relevez-vous. Osez, c'est tellement jouissif d'ouvrir des nouvelles portes, de s'ouvrir un champ des possibles, quel que soit ce champ des possibles. On n'est pas prédéterminé par notre condition sociale, par notre Hmm, bagage culturel, intellectuel. On a tous la capacité de devenir une meilleure version de soi-même, il faut juste oser. Et tu vois, c'est dans les petits actes
que c'est compliqué d'oser. C'est pas dans les grosses choses, en fait. Mm. Je te donne un exemple tout simple. Quand j'ai eu 25-26 ans, j'étais salarié, 27, je gagnais bien ma vie et donc j'ai décidé de faire un break. Je crois que le luxe de l'argent, c'est de pas en avoir besoin. Mm. Et donc je suis parti aux États-Unis 4 mois tout seul. J'ai quitté mon Mm. taf, mon appart, tout, pour faire Miami-San Francisco en bus tout seul. Wow. C'est une super expérience. Et en fait, c'est pas faire Paris-Miami qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de faire Paris-Roissy-Charles de Gaulle. Ça, Ouais. c'est vachement challengeant. Ça, c'est vachement compliqué. Ouais. Et donc, en fait, c'est Il faut oser. activer. Ouais, tu vois, c'est pareil, tu vois, le corollaire de pas de grosses opportunités sans moyennes opportunités et Mm. sans petites, mais c'est la même chose. Je peux pas réaliser des grandes choses dans ma vie si je réalise pas des choses moyennes. Et je peux pas réaliser des choses moyennes si je réalise pas des petites choses. Et il y a des gens qui vont toujours avoir des objectifs qui sont beaucoup trop importants et forcément, on n'y arrive pas. Mais personne pourrait y arriver. Or, si tu te fixes la rigueur et la discipline d'avoir des objectifs à la journée, à la semaine et d'oser sortir de ta zone de confort pour y aller, forcément, à un moment donné, ça va matcher. Et tu vois, cette succession de petits succès, ça peut être de se lever le matin à 7 heures, de faire son lit, de faire attention. Mm. Non, un truc qui est compliqué, c'est l'alimentation. Et Mm. pourtant, on a tous la capacité de dire, oui, moi, je veux perdre du poids, moi, je veux être musclé. Et c'est quoi dire, bah, je reprends pas des frites, de la mayo, du Mm. ketchup. Et c'est Ouais. compliqué. Donc, ouais, c'est oser. Moi, en tout cas, c'est un truc dans mon référentiel qui me Super. parle. Et donc, cette phrase, c'est le succès fut toujours un enfant de l'audace. Donc, soyez Wow. audacieux. Super. Merci pour cette fin d'épisode et pour ce partage. Je te renvoie vers mon dernier, l'épisode qui sortira mi-janvier avec Philippe Croison. Je pense que tu Ouais, connais. Et de nom. de nom, eh ben, j'ai un podcast. Et cet épisode s'appelle Oser pour devenir illimité. Donc, Ouais, c'est c'est génial. bien, c'est complètement ce que tu nous partages à la fin. Et c'est incroyable. Merci pour tout ce que tu nous as dit, pour C'est tout moi, ce un que grand tu nous as merci partagé. pour l'accueil. C'est C'est passionnant. incroyable. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier truc à dire aux illimités qui nous écoutent ou pas? Bah, ils sont sur la bonne voie parce qu'ils ont déjà osé, donc il faut Bon, continuer maintenant. C'est exact. discipline et rigueur, et la discipline et la rigueur apportent la liberté. Super, merci Julien. Si l'épisode vous a plu, et j'en suis sûr, je vous invite à laisser 5 étoiles sous cet épisode, à nous dire ce que vous avez retenu de l'épisode en commentaire, à nous partager vos pépites. Est-ce que vous avez des pépites de négociation? Si vous avez des gens que vous voulez qu'on invite et qu'on n'a pas encore invité, n'hésitez pas à mettre leur nom. Je vous invite à aller voir le travail de Julien sur LinkedIn, sur Internet. Vous tapez Julien Pelabert, vous trouverez plein de contenu le concernant. Si vous n'êtes pas encore procuré le livre Connaissance illimitée, il est dans toutes les librairies de France, à la Fnac, Amazon, vous pouvez aller le récupérer. Il est disponible. En plus, il y a plein de cadeaux à l'intérieur. C'est un livre bon, extraordinaire. J'ai oublié de dire ça comme ça. Non, je rigole. Mais tout simplement. Et comme je dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités.